Francis Pont, bonjour. Bonjour. Plein regard sort en librairie dans les tout prochains jours. On parlera après de l'œuvre, mais ce qu'on aimerait un peu savoir, c'est qui se cache derrière l'auteur. Vous êtes à la fois un homme d'entreprise, vous avez fait de la politique, et là vous faites un recueil de poésie. Entre le monde de l'entreprise et le monde de la poésie, quelle est la passerelle? Comment on passe de voyage autour du monde pour vendre l'industrie pharmaceutique française et à côté de ça prendre le temps de faire la poésie? Alors, je suis impliqué dans la vie associative, effectivement. Depuis longtemps, je suis impliqué dans la vie professionnelle, à l'écoute des autres et à l'international, donc je voyage beaucoup. Je suis effectivement aussi impliqué dans la vie politique. J'ai bien résumé mon implication dans la vie quotidienne, politique, professionnelle et associative. Comment fait-on? Je pense à ce vers d'Aragon qui lui parle de la vieillesse et non pas de la vie professionnelle, mais qui dit « j'arrive où je suis étranger ». Eh bien, je suis arrivé où j'étais étranger, assez jeune dans cette période, parce que j'avais besoin et puis parce que j'avais envie de me réaliser socialement, professionnellement. J'étais étranger, mais finalement je me suis bien intégré. Je me suis très bien intégré dans cette vie-là, je crois y avoir un petit peu modestement, disons, réussi. Et la vie poétique. La vie poétique, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Cela vient de l'enfance et c'est ce que j'appelle le vrai monde. Je crois qu'il y a un monde dans lequel j'ai effectivement envie de vivre. On ne peut pas, malheureusement, l'homme ne peut pas vivre en permanence dans le monde poétique. Mais dans ce vrai monde, j'ai tenu à m'épanouir, à m'exprimer, et je crois que je suis arrivé à concilier les deux, et j'en suis très heureux, c'est tout à fait ce que je voulais. Donc ce vrai monde, c'est parler finalement des gens, parler des personnes qui souffrent, qui ont des problèmes, parler des émotions au quotidien, parler de l'écume des temps et du fourmillement des personnes que je regarde chaque fois que j'ai la possibilité, même dans le cadre de mon travail, m'en donne la peine. Vous évoquez deux mondes, un monde économique, vous êtes partie prenante, et un monde poétique. Y a-t-il un lien au travers de ce monde économique? Vous étiez en Algérie, vous étiez en Égypte, qui sont des pays en pleine ébullition. Est-ce que la passerelle, c'est aussi se servir de toutes ces expériences, toutes ces découvertes, pour derrière les retranscrire sur le papier? Où il y a vraiment, pas un mur, mais un fossé entre les deux? Non, effectivement, cette chance d'aller par le monde économique, mais finalement de voir les gens dans leur pays, dans leur quotidien, et vous parliez d'Égypte, vous parliez d'Algérie, où là on est dans une actualité plus que brûlante. Ça permet de voir les gens dont je me sens finalement. Ce sont les gens modestes, ce sont les gens simples, ce sont les gens qui ont des aspérités, ce sont des gens qui ont des fêlures, ce sont des gens qui ont des problèmes. Et je ne peux pas m'empêcher, certains arrivent à cloisonner très bien cela, mais je ne peux pas m'empêcher de les aimer, de les comprendre et d'essayer d'analyser un peu la vie au quotidien qu'ils ont à subir dans le cadre de ces événements du temps qui sont graves. Donc pas de mur entre mon activité professionnelle et l'activité poétique. Très souvent dans une rue, d'Alger ou d'ailleurs, eh bien un mot, une phrase, un geste, une attitude d'une personne me donne envie d'écrire. Et je crois que la poésie est une chose qui doit être intégrée à la vie des hommes, à la vie de tous les jours, au quotidien, et doit en être le reflet, évidemment avec le style poétique, avec le caractère poétique que l'on a lorsqu'on est un écrivain, mais je pense que ça n'est pas cloisonné, je pense que c'est une source d'inspiration. Quel regard porte
vos collègues, les gens que vous fréquentez économiquement ou au travers de la politique, sur le fait que vous écrivez. Le poète a toujours une image un peu péjorative, quelqu'un, justement, dans ce monde de la poésie. Quel regard sentez-vous qui est posé sur vous par rapport au fait que vous écrivez de la poésie? Alors, mon univers poétique, finalement, dans cet univers poétique, je ne divulgue pas vraiment en permanence le fait que je sois poète et écrivain. Ça transparaît, naturellement. Ce monde-là est peu enclin à la poésie, à la subjectivité des choses. Je pense que ce monde-là est beaucoup plus pragmatique, assez conservateur, et il n'est pas très réceptif. Encore que, et cela m'encourage, on arrive à parler dans certaines circonstances, en voyage, avec des gens qui vous semblent aux antipodes de la poésie. Aux antipodes, qui sont des gens de chiffres, qui sont des gens de communication internet, de communication moderne, qui sont des marketeurs, qui sont qui sont des savants de la rentabilité et du monde des affaires. Eh bien, ils sont arrivés à m'accepter parce que je suis tel que je suis, et on aurait pu me dire, ça va, monsieur, ça va vous créer un handicap. Vous allez voir, vous n'allez pas être pris, vous n'allez pas reçu. Alors, il y a eu du monde derrière mon fauteuil depuis des décennies et des décennies, mais malgré tout, j'ai pu imposer ce style-là, ma personnalité, et je crois que si l'on est sincère, et si l'on a le souffle et la durée en écrivant de la poésie, ou quelque autre type de littérature, et bien finalement, les gens vous respectent. Vous avez tendance à écrire quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes dans votre havre de paix qui est la Drôme, qui est souvent reprise, ou voilà, c'est n'importe quand, où vous préservez vraiment des instants de création, ou c'est au fil du temps? Je suis aussi désorganisé pour écrire de la poésie, que je suis désorganisé pour organiser mon planning de semaine de travail. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des moments forts dans tous les domaines où on est vraiment là, présent, on est, j'allais dire productif, passez-moi ce mot affreux, mais en fait ce qui se passe, c'est que je prends des notes. Et telle image, tel moment, telle sensation, telle couleur, telle odeur va créer immédiatement en vous une émotion poétique très forte, vous allez la noter. Ça peut être dans la salle de bain. C'est d'ailleurs avec moi souvent dans la salle de bain. Et finalement, on le note et on va le travailler. Parce que derrière quand même le livre et derrière le poème, il y a énormément de travail. Il faut remettre sur le métier un petit peu en permanence. Et je suis très attaché à peaufiner le travail. Il faut remettre sans cesse sur le métier cet ouvrage poétique. Donc c'est à tout moment, mais il faut prendre des notes et après il faut travailler. Alors quand faut-il travailler? Il n'y a pas d'heure non plus, ça peut être devant un mur blanc, ça peut être dans une chambre d'hôtel, ça peut être effectivement... Je n'ai pas besoin d'un contexte hautement subjectif, hautement poétique pour écrire. Je crois que la poésie, c'est un accouchement qui fait qu'il y a un moment donné où cela doit se faire, sortir, on prend des notes, on s'imprègne de certaines images poétiques, idées poétiques, et après on les travaille. Et le travail est une chose, et puis l'émotion immédiate, on la ressent au quotidien, on ne fait que la garder dans un coin de sa tête, si vous voulez. La poésie, on l'a tous appréhendé au travers de nos expériences scolaires. Bien sûr. Et après, il est extrêmement rare qu'à l'âge adulte, on se remette à lire la poésie. On les apprend, on est sur des classiques. Comment inciteriez-vous les gens à relire la poésie? Comment cet art, cette forme d'écriture peut être valorisée? Alors j'emploie à dessein, j'emploie à dessein un terme entrepreneurial, oui. Mais comment vous la remettre au bout du jour? Parce que pour vous, il est clair que la poésie, c'est vraiment... c'est vous la poésie. Donc comment vous dire demain, vous êtes face à des lecteurs, comment les inciter à lire? D'abord en écrire, et peu de gens en écrivent.
la lire, la faire partager. C'est extrêmement difficile. On est dans des périodes de plus en plus matérialistes, de plus en plus prosaïques. C'est extrêmement difficile. Comment la faire connaître? Certainement, certains font connaître la poésie avec de la musique, par exemple. La belle poésie, évidemment, va supporter un très beau texte musical, et là, on va toucher un plus grand public. Mais la poésie pure, la poésie lue, c'est très difficile, mais il faut tenir bon. Je pense qu'il y a des véhicules récents, modernes, on peut passer, j'allais dire, il faut aller du pigeon, tous les moyens sont bons pour faire connaître la grande poésie ou la poésie. C'est un combat difficile, mais peut-être tous les messagers sont possibles. Alors, il faut enfourcher tous les messagers possibles, c'est-à-dire le pigeon voyageur, c'est une plaisanterie, mais à peine, ou les mailles du net, en espérant que le pigeon voyageur ne s'y prenne pas dedans, mais le net ou le pigeon voyageur, en tout cas, tous les moyens modernes permettant de faire connaître la poésie, Internet et tous les réseaux possibles, sont essentiels. À partir du moment où je suis convaincu que la poésie, c'est quelque chose d'essentiel et que l'homme va retrouver, fatalement que l'homme va redécouvrir, très naturellement, c'est un combat. Il faut se battre pour la faire connaître. Alors il y a, grâce à Dieu, des poètes modernes qui écrivent, ils sont peu lus, ils sont peu écoutés. Il faut peut-être créer des prix de poésie, mais je dirais les revaloriser. Il y a quand même le prix Apollinaire, il ne faut pas l'oublier, tout le monde n'est pas électif de ce type de prix. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure dans le domaine professionnel, ça peut peut-être un peu rapidement être tourné en dérision. C'est le poète, il écrit de la poésie. Comment peut-on être perçant? Comment peut-on être poète? Je crois vraiment que dans la vie, il faut durer. Quand on a une conviction, qu'on a la certitude que demain sera, il faut tenir bon. Et moi, je crois que ces moyens modernes permettent de mieux faire connaître la poésie. Et je suis un infime maillon de la chaîne. Je voudrais redonner, comme je l'écris, un peu d'âme à la poésie. Et j'espère arriver à le faire avec mon ouvrage. Donc Facebook... moyen de communication de votre poésie. Absolument, absolument. Facebook est un moyen de communication de cette poésie. Tout à fait. Merci. Francis Julien Pau, on va revenir un petit peu maintenant plus particulièrement à cet ouvrage qui sort donc dans quelques jours. Et peut-être plutôt pour commencer sur le titre qui peut paraître un petit peu éventuellement énigmatique, en tout cas qui interroge. Oui. Alors, plein regard, moment dérenoué, est-ce que vous pouvez nous en oui, on fait toujours un reproche aux poètes, on leur dit vous êtes hermétiques. Parlez donc simplement au plus grand nombre et ils vous comprendront. Encore faut-il que les choses à dire soient intéressantes et les choses du poète sont souvent complexes, les thèmes sont complexes et on ne peut pas toujours parler simplement. Je vous réponds très clairement. Le titre de Plein regard me vient spontanément, et il est d'ailleurs, je pense, dans l'un de mes premiers poètes. Le parallèle est à faire avec l'oiseau. L'oiseau qui va prendre son essor, l'oiseau qui va prendre de la hauteur, et en ayant pris de la hauteur, il va, selon l'expression, aller de plein. Aller de plein, c'est tout simplement être assez haut pour pouvoir planer, et regarder, pouvoir embrasser le paysage en ne bougeant plus les ailes. Et en ne bougeant plus les ailes, en ne s'agitant pas, le poète va regarder ce paysage, nos champs, nos rives, notre terre. Il a suffisamment d'ampleur, de champs, de hauteur, et il va regarder aussi ces petites fourmis en bas qui sont les hommes, ce fourmillement des hommes, et il va aller de plein. Et ce plein regard-là, que je veux porter sur les hommes, que je veux porter sur la vie, c'est ce regard ayant pris de la hauteur et qui embrasse finalement tout un paysage, toute une vie. Voilà. Plein regard, c'est un regard vu, comme l'oiseau le fait, de la hauteur, sur l'ensemble des choses de la vie et l'écume de la terre, les fourmillements des hommes et
et les paysages. D'accord. Et c'est renouer alors? Qu'est-ce que c'est que ce moment des renouer? Effectivement, peut sembler un terme un peu ésotérique, en fait renouer dans tous les bons dictionnaires. Mais les renouer, je vais vous dire ce que c'est pour moi et pourquoi ça vient naturellement. Et c'est pour moi le temps des renouer. Les renouer, c'est le petit blé. C'est le blé maigre, c'est le blé noir. C'est le blé des gens, des petites gens. C'est le blé des gens simples. C'est un symbole finalement de ce qui est modeste. C'est nécessaire, c'est indispensable. Quand on n'a pas de grands froment, de bons froment, on a les renoués. Et on fait du pain, on fait des galettes, on fait du blé, on nourrit les gens. Et ces renoués, c'est aussi la symbolique des petites gens. Ce sont les miens, ce sont les miens. Ce sont des gens qui ont des aspérités, qui ont une vie modeste, qui ont une vie avec des fêlures, qui se sont heurtés aux injustices, aux difficultés du monde. Alors, je pense que beaucoup plus jeune, je n'aurais moins compris cette difficulté de beaucoup de la vie. Mais maintenant, je crois que ce temps des renoués et ce pain de renouer est essentiel. Je crois que c'est l'essentiel de la vie et c'est en tout cas celui des gens que j'aime. Vous dites ce moment des renoués, enfin ce temps des renoués, c'est le temps des gens que j'aime, etc. C'est peut-être le temps des gens d'où vous venez aussi, et ça m'amène à et je ne l'ai pas oublié, bien sûr. Voilà, et ça m'amène à vous poser, à vous interroger un petit peu sur le caractère autobiographique de ce recueil, qui est d'ailleurs évoqué dans la postface. Est-ce que, alors, il me paraît effectivement assez clair. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre relation comme ça à votre biographie dans l'écriture de ce recueil? Oui, cet ouvrage est hautement biographique, effectivement. Il jalonne ma vie, il parle de mes difficultés dans la vie, il parle de mes rencontres, il parle de moments heureux également, il parle de mes doutes, il parle de mes aspirations. C'est un déroulement de vie, mais la grande différence avec le roman, où là, on va parler de sa vie de manière en prose et de manière concrète. On va savoir, on va dire, un tel, voilà la vie d'un tel, il la raconte bien ou mal, il la raconte très bien peut-être, mais on sait. Le poème raconte la vie, mais il y a des, comment dirais-je, il y a des clés. Il y a quelquefois même des énigmes. Je ne peux traduire les moments importants de ma vie que sous forme poétique, étant un poète naturellement, mais cela a un avantage, c'est que le lecteur va peut-être imaginer des vies différentes. En tout cas, il va sentir l'essentiel de ce que je veux dire, mais il va y greffer son propre, j'allais presque dire son propre art, sa propre culture, sa propre imagination, et à travers un poème spécifique de mon enfance, ou du milieu de ma vie, ou de la fin de ma vie, il va me comprendre, me voir, il va partager, mais il va imaginer. C'est toute la magie de la poésie. Donc c'est hautement biographique, effectivement, une enfance difficile, des doutes très rapidement, après une volonté de se battre et de recueillir l'essentiel de la vie, et après, effectivement, le passage, le sas vers autre chose que j'appelle le seuil. Et c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti très très jeune, et je le dis dans un poème du début de l'ouvrage, où je parle d'accueil, écueil, recueil et seuil. Et effectivement, cette vie qui se traçait, comme je dis, cette vie qui se trace, je la trouve, et ça c'est la chance d'être poète, peut-être dans ce vers orangeade que verse ma mère dans un contre-jour ambré, où je vois qu'il y a 4 vers et qu'à 4 moments, elle est peut-être en train, là, de remplir ce qui va remplir ma vie.
peut-être quelques mots aussi sur l'écriture poétique. Alors pourquoi ce choix ou ce non-choix d'ailleurs, parce que finalement c'est pas forcément un choix d'écrire. Vous pourriez aussi, peut-être qu'aussi vous n'avez pas le choix que d'écrire sur ce mode-là, sur le mode poétique. Peut-être quelques mots pour nous dire comment vous définiriez le style, et puis surtout ce que va vous permettre d'exprimer ce style poétique par rapport à la narration, la prose. J'entends. Je crois qu'on est un poète et on ne peut pas faire autrement. C'est un état, la poésie. Mon style, alors on pourrait employer des termes d'analyste poétique, de critique poétique, dire il s'agit de vers libres, pas évidemment, mes vers sont libres. On ne peut plus écrire comme une certaine époque, mais on a l'acquis de tout ce qui a été fait avant, tout ce qui a été écrit avant, à la fois des alexandrins, de la poésie classique, de la poésie surréaliste, de la poésie moderne, de la poésie hermétique, des poésies contemporaines. C'est ma poésie, c'est difficile de vous répondre, c'est mon style, il coule de cette manière, et je pense qu'il y a une unité, il revient régulièrement, quel que soit le thème, il est adapté au message que je veux faire passer, et je voudrais quand même rajouter quelque chose. Ma poésie, avec le temps, a beaucoup évolué. D'une poésie peut-être plus narcissique ou plus tournée vers moi-même d'une époque, ma poésie a été empreinte des expériences que j'ai faites tout au long de ma vie, du regard des autres que j'aime, et je pense qu'elle s'est peu à peu colorée, j'allais dire, de signes indiens, colorée de tatouages, colorée, si l'on peut dire, de cicatrices. En tout cas, elle a été façonnée par des luttes humaines, par des injustices. Et vous trouverez dans cet ouvrage un certain nombre de textes où je m'insurge contre le fait que ces enfants soufflent de la suie. On comprend très bien ce que je veux dire. Je m'insurge contre le fait qu'un condamné à mort reste dans le couloir de la mort pendant 10 ans, pendant 20 ans, je pense au poème à Troy Davis, et que personne ne s'insurge contre ça. Je m'insurge aussi contre tous ceux qui sont victimes à travers l'histoire, et l'histoire récente du jeu de loi et du pas de loi. Toutes ces choses-là ne peuvent pas ne pas être inhérentes à la poésie. Et c'est vrai que ma poésie est devenue plus engagée, plus sociale, mais je crois que c'est essentiel. Et en ce sens, je suis heureux d'avoir trouvé ma taverne, je suis heureux d'avoir trouvé Lire des marges, parce que je dirais que je me sens dans le droit fil de la création de cette maison d'édition, et je compte bien pouvoir, après cet ouvrage et à travers cet ouvrage, m'épanouir encore dans ce milieu qui est d'une certaine manière devenu le mien et qui porte et qui portera, je pense, mon message. C'est Julien Pont, merci. Je vous remercie.